Merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde, a lancé hier lundi 7 août 2023 la campagne de recrutement de 13 000 policiers à travers le territoire national. L'objectif est de renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Et concernant les embouteillages dans la ville de Kinshasa, il est interdit aux gros camions de circuler pendant la journée. Et puis, parlons de cette partage d'expérience entre le Conseil d'État gabonais et celui de la République démocratique du Congo dans le secteur de la justice. Une façon pour les deux institutions d'échanger des bonnes pratiques qui s'installent dans les deux États respectifs. Voilà tout pour le sommaire. Une fois de plus, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité. Le pari est gagné pour la République démocratique du Congo qui a organisé sans incident les 9e Jeux de la francophonie. Le Maroc est l'État qui a raflé le plus de médailles avec 58 médailles et la République démocratique du Congo a obtenu 34 médailles et la toute dernière médaille a été remportée par le Cameroun en présence du président de la République qui a officiellement clôturer les 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. C'était au stade de martyrs de la Pentecôte. Patrick Michel Moukoui pour le reportage. Pour le clap de fin, les Congolais ont encore une fois envahi le stade de martyrs de la Pentecôte, symbole d'une appropriation sans précédent de ces Jeux de la francophonie. Ce dimanche 6 août 2023, seuls les plus ponctuels ont pu obtenir une place dans les gradins du stade, alors que sur le terrain, les pépites camerounaises et burkinabées disputaient la finale de la compétition de football version masculine. Après 90 minutes de jeu, les jeunes Camerounais ont eu raison de burkinabés sur un score de 2 buts contre 1, au grand plaisir des amoureux du ballon rond, particulièrement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui comme toujours avait à ses côtés la distinguée première dame, Denise Nyakero Tshisekedi. Le moment du couronnement est le plus important pour ces jeunes footballeurs nigériens et burkinabés qui ont respectivement reçu de main du président de la République des médailles de bronze et d'argent, l'or revenant au vainqueur, le Cameroun. Et les Camerounais pour la médaille d'or. Le représentant du comité international de la francophonie, comme le ministre congolais de sport, ont devant les caméras du monde remercié l'artisan de ce jeu, le président Félix Antoine Tshisekedi, pour sa volonté manifeste qui a permis aux Congolais de rêver sans dormir pendant 10 jours. Dans un discours solennel de clôture, le garant de la fierté nationale a notamment salué la sportivité exemplaire des athlètes pendant les Jeux. Les délégations venues de plusieurs pays francophones ont une fois de plus défilé et goûté aux délices de l'ambiance festive à la congolaise avant de laisser place à un spectacle artistique marqué par la prestation des percussionnistes et du célèbre chanteur Ferregola qui a vendu comme il se devait la rumba congolaise en présence d'un des ambassadeurs de la culture congolaise, Maître Gims. Ça y est, la messe est dite et le rite bien respecté. Maintenant que le doute est levé sur la capacité du pays à organiser des grandes manifestations, aux Congolais de capitaliser cette réussite et cette confiance réajustée pour en appeler d'autres. La CAN et pourquoi pas le mondial, il n'y a plus désormais de limite au miracle congolais. La RTNC a gagné le pari de la retransmission de tous les événements de cette grande messe avec son et images de qualité. Sylvie Elengue, fière de ses équipes, a conduit le ministre de la Communication et Médias à visiter le plateau et régie. Reportage.
La RTNC, diffuseur haute des Jeux de la francophonie, a diffusé toutes les compétitions sportives et culturelles dans tous les sites avec professionnalisme. La qualité des images et du son, de la couverture médiatique par la chaîne mère en est une illustration. À cette journée de clôture du 9e Jeu de la francophonie, avec succès, le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya et le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengue-Nyembo, qui se sont impliqués activement pour atteindre tous les téléspectateurs et auditeurs du monde francophone, ont visité la régie et le plateau de la RTDH, radio-télé diffuseur hôte au Palais du Peuple. Il était question de s'enquérir des préparatifs de la couverture médiatique de la clôture du 9e Jeu de la francophonie. Et puis, au sujet de la prise en charge sanitaire, les organisateurs ont dispensé les soins de santé de qualité dans les 11 sites à travers la ville-province de Kinshasa. Une fois de plus, Eugénie Dada-Chabani. Tous les 11 sites qui abritent le 9e Jeu de la francophonie organisé à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023 drainent des foules. C'est un rendez-vous sportif et culturel des athlètes, des artistes et des publics des pays francophones du monde. L'organisation de cette compétition internationale a nécessité la prise en charge sanitaire de tous les participants. Comme réponse à ces soucis, les organisateurs du 9e Jeu de la francophonie, à travers l'équipe médicale, s'attellent durant les Jeux à dispenser les soins de qualité gratuitement à tous les malades sur les différents sites. Les médecins, les infirmiers des grandes formations médicales de la capitale, ceux de l'armée et de la police, ainsi que les secouristes de la Croix-Rouge travaillent en synergie sous la coordination du professeur Bert Baraïga. Il y a des petits postes qui sont plantés par-ci par-là, aux différents sites de compétition. Ces postes-là sont en mesure de prendre en charge des cas légers, n'est-ce pas? Mais quand ça nécessite une grande prise en charge, une meilleure prise en charge, on les transfère ici. Et de notre part, nous prenons en charge comme nous le pouvons, et si c'est nécessaire, nous transférons dans les hôpitaux des Jeux. Les grands hôpitaux de l'État publics ont été affectés pour le grand public et les personnels commis à ces Jeux. Pour les personnes VIP, c'est une équipe spécialement de la présidence. Les ambulances et les cliniques sont équipées des plateaux techniques des dernières générations, ce qui démontre à suffisance que les soins dispensés sur différents sites sont de qualité et se conforment aux normes exigées pour l'organisation des Jeux de la francophonie. Certaines compétitions provoquent des lésions corporelles qui peuvent être soulagées par des glaces. Les médecins sportifs des Jeux de la francophonie spécifient l'importance de l'appareil de fabrication des glaces placé dans toutes les cliniques. Dans la politique de la francophonie, c'est zéro injection. Ici, c'est plus la glace, les antalgiques et les anti-inflammatoires s'il le faut. Donc la glace nous sert de beaucoup de choses. Premièrement, pour calmer la douleur dès qu'un athlète a connu une contusion ou un petit bobo. Et deuxièmement, c'est beaucoup plus pour la récupération. Parce qu'après avoir compéti, il y a beaucoup de choses, beaucoup de déchets au niveau du sang. Il faut chasser le sang vers le cœur. Le cœur envoie au niveau du poumon, le poumon va oxygéner. Et l'action de la glace, justement, c'est pour provoquer ce qu'on appelle une vasoconstriction. C'est comme si on est en train de comprimer les vaisseaux pour que le sang qui sont remplis de déchets puisse aller vers le cœur et le poumon pour être oxygéné. Donc la glace joue un rôle très très important pour la récupération des athlètes parce qu'ils sont appelés à compétir les jours qui suivent. Le volet sanitaire des Jeux de la francophonie à Kinshasa est un pari gagné pour tous les organisateurs. Organisation 9e Jeu de la francophonie, parlons à présent de l'aspect de sécurité. Les services spécialisés de sécurité ont également joué un rôle important dans l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Un appareil scanner de détection des contenus des sacs était placé à l'entrée du stade de Martyrs et celui de Vémé. Rodépanda.
Le succès récolté dans l'organisation générale du 9e Jeu de la francophonie en République démocratique du Congo est la résultante de la mise en contribution des efforts de tous, notamment le gouvernement de la République à travers le comité national du 9e Jeu, les secteurs sportifs et culturels concernés ainsi que l'ensemble de la population congolaise. Le service spécialisé de sécurité a joué un rôle prépondérant. Visiblement, la garde républicaine, très impliquée, les forces armées congolaises, la police nationale congolaise, de manière générale, déployée sur la quasi-étendue de la capitale Kinshasa, ce qui sort de l'ordinaire sur différents sites au stade Tata Raphaël de 20 mai et Martyr, un autre dispositif sécuritaire avec appareil scanner. Des détections du contenu de sacs ou colis emballés étaient d'un grand apport, sans oublier les éléments parasécuritaires civils qui veillaient au grain sur les détails. Tout objet assimilé aux armes blanches ou autres articles suspects d'atteinte à la sécurité tels que les peignes, les stylos à billes, fourchettes, parfums restés à l'entrée. Les propriétaires de ces biens venaient les récupérer à la sortie. Certes, défi relevé par la RDC pour ce 9e Jeu de la francophonie, il reste donc la protection des acquis aussi bien pour les infrastructures que sur le plan sportif, avec le désir désormais de développer toutes les disciplines, à l'instar du Maroc qui a battu les records avec plus de 50 médailles raflées. La population quinoise a afflué dans les différents sites la veille de la clôture de cette activité sportive et culturelle. On fait le point avec Nanou Mbapwati. À quelques heures de la clôture de cette grande messe de la jeunesse francophone à Kinshasa, la mobilisation et l'engouement sont au rendez-vous. Quinoises et Quinois, parents et enfants, prennent d'assaut les sites de 9e Jeu de la francophonie. De l'échangeur de Limete en passant par les stades Tata Raphaël au stade de Martyr de Kinshasa, l'ambiance est la même. Des séances de photos entre enfants, parents et autres par-ci, de longues files d'attente pour accéder au site par là. Dans chaque famille, personne ne voulait manquer les différents spectacles que offre ce 9e Jeu de la francophonie qui coïncide avec les grandes vacances en RDC. Depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais participé au Jeu de la francophonie. Mais je me retrouve aujourd'hui, mon fils qui a 11 ans, lui au moins maintenant, il a bénéficié, il a vu ce que moi, son père, je n'avais jamais vu à 11 ans. Alors c'est sous l'impulsion du président de la République, Fachi Beton. Et nous disons merci parce que la RDC maintenant a gagné. Nous sommes plutôt émerveillés parce qu'il y a à la fois les hommes de culture, les sportifs, et puis il y a la grande population quinoise qui est là en succès. Et pour nous, Camerounais, nous sommes très fiers d'être venus à ces Jeux, puisque nous comptons déjà plus d'une vingtaine de médailles. Et je crois que c'est une bonne moisson. Et nous sommes heureux d'avoir été les témoins de ces 9e Jeux ici à Kinshasa. Parents et enfants qui vivent pour la première fois ces spectacles de haut niveau remercient le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ces paris gagnés. Je tiens tout d'abord à féliciter le gouvernement. On est venu visiter, coup de chapeau. Ça prouve que la RDC est capable de faire mieux que ça. En tant que Quinois, je me dirais que c'est un motif de joie. Cela nous fait énormément plaisir. Parce que c'est pour une première fois que notre pays puisse accueillir ces Jeux. Et alors de tels événements, de tels spectacles, ils sont toujours inédits. Et ça fait énormément de joie à la population congolaise et particulièrement à la population quinoise dont je fais partie. Donc une fois de plus, on peut être joyeux de ce qui est arrivé chez nos pays. Ces 9e Jeux de la francophonie resteront à jamais dans la mémoire des Congolais en général et des Quinois en particulier. Tout à fait autre chose à présent, je vous le disais à l'ouverture de ce journal, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi Kankoundé, a lancé hier lundi 7 août 2023 la campagne de recrutement de 13 000 policiers à travers le territoire national. L'objectif est de renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Et concernant les embouteillages dans la ville de Kinshasa, il est interdit aux gros camions de circuler dans la ville. Alain Bikaï pour plus de détails. Le ministre de l'Intérieur et Sécurité Affaires coutumières passe de la parole à l'acte en ce qui concerne le recrutement de 13 000 nouveaux policiers qu'il a annoncé quelques semaines après sa prise de fonction.
Ce lundi 7 août, Peter Kazadi Kankonde était avec les responsables de la police nationale pour lancer cette campagne de recrutement. L'objectif de cette campagne est de renforcer la sécurité à travers le pays. Concernant le recrutement des policiers, il est décidé à partir d'aujourd'hui que le recrutement est lancé. Le recrutement se fera à travers tout l'État national, dans les 26 provinces. Nous allons là créer une commission nationale de recrutement et au niveau des provinces, il y aura des commissions, sous-commissions de recrutement. Plusieurs autres sujets ont été abordés au cours de cette réunion, dont la lutte contre les embouteillages récurrents dans la ville de province de Kinshasa. À ce sujet, des mesures drastiques ont été prises, telles que l'interdiction des circulations des gros camions pendant les journées dans la ville de Kinshasa et le monnayage des contraventions routières. Les embouteillages qui nous ont été recommandés de faire observer scrupuleusement le code de la route. C'est-à-dire que tout est prévu dans ce code, que ce soit du non-respect des bandes, que ce soit sens contraire que les uns et les autres utilisent, ces actes seront réprimés. Retenons que cette mesure existe déjà. Elle a été sanctionnée par un arrêté du gouverneur. La police ne va que l'appliquer. La nouvelle équipe de l'Institut national de la statistique a eu un premier contact avec son ministre de tutelle. Judith Soumina Toulouka les a donné des orientations pour la redynamisation de cette structure étatique. Françoise Boulabouaki. Vendredi 4 juillet 2023. Les nouveaux animateurs de l'Institut national de la statistique ont été investis par le secrétaire général au ministère du Plan, Daniel Epembe, devant le conseil scientifique. Ce lundi 7 août 2023, la nouvelle équipe est venue pour un premier contact avec la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Soumina Toulouka. Une rencontre d'orientation. Elle nous a rassurés de son soutien et de son appui. Et nous avons à l'INES des experts. Et nous comptons sur l'appui du ministre pour relever l'INES. Consciente des besoins du pays pour planifier le développement, la patronne du plan donne un nouveau souffle, une tâche ardue. Il a parlé des problèmes de recensement, comment nous pouvons mettre et redynamiser l'Institut national de la statistique en produisant les données statistiques qui peuvent aider les consommateurs, c'est-à-dire le gouvernement et les autres pour faire les plans de développement basés sur les données statistiques qui ne sont pas disponibles pour le moment. Le conseil scientifique de l'INES, dirigé par Kokolo Sébastien, et le comité de gestion sous la coupe d'Élysée Chauvoux ont été invités à s'investir pour aider cette institution publique importante à jouer pleinement son rôle. Parlons à présent du partage d'expériences entre le Conseil d'État gabonais et celui de la République démocratique du Congo dans le secteur de la justice. Une façon pour les deux institutions d'échanger des bonnes pratiques qui s'installent dans leurs États respectifs. C'était au cours des travaux présidés par la ministre de la Justice, Rose Mutombo. On en parle dans ce reportage de Diane Balaka. La délégation du Conseil d'État gabonais, conduite par son premier président Jean-Paul Komanda, accompagné par la première présidente du Conseil d'État de la RDC, Marthe Odio Nondé, pour le partage d'expériences entre les deux institutions. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a salué cette initiative de partager de bonnes pratiques qui s'installent dans leurs États respectifs. Et nos textes que nous utilisons aujourd'hui, pouvoir gérer le contentieux, repose sur ces bases-là. Et aujourd'hui, nous sommes amenés un peu à échanger sur les méthodes sur lesquelles nous pensons gérer ces conflits, ces contentieux. Et c'est aux magistrats gabonais d'ajouter. Les Gabons, tout comme les RDC, ont hérité des documents de la colonisation. L'objectif est d'améliorer les pratiques judiciaires. Le fait d'échanger les méthodes, les manières de gérer le contentieux, peut nous amener aussi à améliorer nos manières de travailler.
Son collègue congolais a salué cette initiative de partager de bonnes pratiques car le Conseil d'État du Gabon fonctionne depuis son indépendance. La première présidente du Conseil d'État, Marthe Odio Nondé, s'est réjouie d'avoir beaucoup appris de cette séance de travail de près d'une semaine à Kinshasa et a souhaité que ces genres d'échanges soient pérennes. Les statistiques du Bureau d'études et d'aménagement urbain renseignent un chiffre de près de 145 000 $ américains par an comme déficitaire du logement rien que pour la ville-province Kinshasa, des chiffres présentés comme opportunité d'investissement par l'ANAPI en Tanzanie. En réponse à cet appel, une importante délégation du Fonds tanzanien de sécurité sociale est à Kinshasa pour une prospection en vue de la construction d'un immeuble social. Patrick Michel Moukoui, reportage. C'est une retombée au goût du concret, comme ardemment souhaité par la délégation congolaise en mission économique il y a quelques mois en Tanzanie. Ce lundi 7 août 2023, une importante délégation du Fonds national de sécurité sociale de la Tanzanie est venue auprès de l'ANAPI pour obtenir des informations nécessaires au développement d'un projet qui sera implanté à Kinshasa dans le secteur immobilier. L'ANAPI, c'est un guide. C'est l'ANAPI qui, à nous diriger, à nous donner beaucoup plus d'éclaircissement et à nous guider en rapport avec les différents projets qu'on peut avoir, afin que nous puissions passer à la mise en œuvre de ces projets. Dans une présentation, le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, Anthony Kinzo Kamole, a, outre les opportunités dans différents secteurs, renseigné ses hôtes des différents projets dans lesquels ils peuvent se lancer, comme la création de banques de l'habitat ou encore la construction des logements sociaux dans les grandes villes du pays. La raison qui explique ma présence ici est que nous sommes ici pour explorer les opportunités d'investissement parce que nous avons un projet pour la construction d'un immeuble qui va servir des bureaux et aussi des appartements et autres. Le dit projet conçu par ce fonds sera soumis au conseil d'agrément qui jugera de l'opportunité de l'agréer au code des investissements. C'est donc un processus d'accompagnement qui vient d'être lancé. En politique, parlons de cette rencontre qui a réuni plusieurs cadres de la Fondation Acacia. Elle a eu lieu dans la commune de Kitambo où sa présidente Acacia Bandoubola a sensibilisé les femmes et jeunes à soutenir les actions du chef de l'État en vue de lui accorder un second mandat. On en parle dans son reportage de Richard Kalala. Il s'est tenu au sein de l'école Saint-Georges, dans la commune de Kitambo, une rencontre d'une grande envergure de la Fondation Acacia en action entre la présidente de cette fondation, Madame Acacia Bandoubola Mbongo, face à l'équipe dirigeante composée uniquement du comité directeur, chef de poule, des cordons, des présidents communaux ainsi que de présidents encadreurs. Après un mot de circonstance et quelques mises au point au début de cette réunion, et sous une atmosphère chrétienne traduite par un cantique mythique lancé par Madame Acacia Bandoubola, dont la prise de parole a été marquée par des paraphrases faisant état d'un rappel relatif aux principes des bases pour finalement relayer certaines valeurs prônées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la foulée, Madame Bandoubola a expliqué le bien fondé de la rencontre, notamment la redynamisation de la fondation avec seul objectif de consolider les bases disséminées à travers les quartiers où elles sont implantées en vue de mettre en place des mécanismes préparatoires des élections de décembre 2023. À ce jour, a-t-elle poursuivi, la solidarité, la confiance, la fidélité et la loyauté envers non seulement la fondation, mais aussi et surtout au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo doivent faire l'objet des préoccupations de tout un chacun, car il mérite un soutien indéfectible de tous afin de lui donner un second mandat, ce qui lui permettra d'accomplir son projet pour la République. Cependant, Madame Bandoubola, après avoir inculqué aux siens quelques notions sur la conscience et la vigilance électorale, elle a remercié le chef de l'État pour la tenue du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa.
Parlons à présent de cette fin de la crise entre le gouvernement provincial du Haut-Uélé et la Fédération des entreprises du Congo. Un nouveau protocole d'accord inclusif sur la perception des taxes spécialisées conventionnelles a été signé, et ce pour mettre un terme à plusieurs jours de violences enregistrées dans certains coins de la province. Reportage. Conformément aux recommandations laissées par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur lors de son passage à Isiro en début de semaine, toutes les parties en crise, gouvernement provincial, deux chambres de commerce FEC et FENAPEC et la société civile dans toute sa diversité, en présence de l'Assemblée provinciale, viennent enfin de fumer le calumet de la paix ce vendredi 4 août 2023 par la signature de tout nouveau protocole d'accord inclusif sur la perception de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction de la province du Haut-Uélé. C'est au terme de 3 jours de discussions franches pour exorciser le démon de l'incompréhension et de la violence. L'homme le plus heureux, le gouverneur Christophe Bassien-Nanga. Nous voici enfin atterris. Ce que nous venons de réaliser aujourd'hui, le meilleur est de tout premier accord. Souvent, ceux qui ne savent pas se défendre recourent à la violence, aux injures, aux mensonges, à la calomnie, mais tout en oubliant que notre province ne pourra jamais se construire dans la médisance. L'accord nous lie. Il faut que les communs des Congolais comprennent que cet accord prouve à suffisance. La province ne pratiquait pas la surtaxation. La Fédération des entreprises du Congo aussi rassure. Nous avons obtenu du gouvernement provincial ce que nous demandions. Alors il n'y a plus de raison que nos membres ne puissent plus payer de taxes. La société civile, Force Vive, interpelle. Nous lançons un appel vibrant à tous les politiciens qui cherchent à sous-traiter la société civile de cesser. Et dans la même veine, la première institution de la province du Haut-Uélé renforce le clou de la cohésion. Que la FEC, FENAPEC, la société civile puisse être des messagers à nos frères et sœurs. En justice, parlons de l'affaire du prévenu général-major Luyambi Madilou, accusé de détention arbitraire et séquestration de 4 citoyens congolais. Le verdict a été rendu par la haute cour militaire, le condamnant à 5 ans de servitude pénale principale plus paiement de dommages et intérêts de 50 000 $ américains par victime. Reportage. Le dossier est celui du général-major Luyambi Mandilou Robert de l'unité état-major général. Ce dernier est jugé en procédure de flagrance à la haute cour militaire. Il est accusé de commettre des faits infractionnels susceptibles d'être qualifiés de détention arbitraire, séquestration, torture, contrefaçon et trafic. Cette haute juridiction militaire a entendu 2 des 4 victimes ayant été séquestrées par le prévenu Robert Luyambi pendant 1 mois dans ses installations sanitaires. Yves Ngoy Ntambwe de Lubumbashi et Nzapa Daoze, natif de Gbadolit, ont déclaré devant le juge qu'ils ont subi des traitements inhumains, actes de torture de la part des gardes du corps du général-major Luyambi Madilou sur ordre de son épouse. Des affirmations qui ont poussé l'auditorat général à dépêcher une équipe à la résidence du prévenu pour perquisition. Plusieurs effets ont été saisis, parmi lesquels 20 armes AK-47, 27 chargeurs garnis, 3 grenades, 3 GP, un lot de tenue militaire et 117 munitions. L'équipe chargée de perquisition a également présenté des produits toxiques et clichés de dollars américains. Imala Sabin et Moussa Job, tous victimes, ont soutenu avoir subi les mêmes actes de torture. Le prévenu général-major Robert Luyambi Madilou a nié toutes ces déclarations. C'est le vendredi 29 juillet 2023 que la haute juridiction militaire a rendu son verdict condamnant le prévenu Major Luyambi Madilou avec admission de circonstances atténuantes à 5 ans de servitude pénale principale et a déclaré non coupable le prévenu Adjidon Maloula. Le général-major Luyambi Madilou est également soumis au paiement de dommages et intérêts de 50 000 $ américains par victime.
Le président du conseil d'administration de l'Office de voirie de desserte agricole a été investi et a présenté sa feuille de route pour relever le défi. C'était en présence du représentant du ministre d'État du Développement rural. On en parle avec plus de détails dans ce reportage. Certes, agricole est déterminé à relever le défi qui l'attend en vue du développement de la République démocratique du Congo. Le président du conseil d'administration de cet établissement public, René Otoudi Olamba, l'a dit ce jeudi 3 août 2023 au cours de la première réunion qu'il a présidée. Une réunion à laquelle ont pris part le directeur général Katumba Basachi Cléophas, la directrice générale adjointe, quelques membres de l'administration et le représentant du ministre d'État en charge du développement rural. Occasion faisant les larrons, cette rencontre de haute importance a permis au patron de l'administration de l'OVDA de remettre officiellement les clés du pouvoir au comité de gestion. Le nouveau PCA a commencé par une prière, question de remettre son office entre les mains du Seigneur. Il a imploré l'aide de l'Éternel, le maître de temps et des circonstances, afin qu'il leur donne la sagesse pour bien mener la mission qui leur a été confiée par le président de la République. René Otoudi Olamba a ensuite conscientisé tous les membres de son équipe de bien vouloir s'intégrer dans la vision du chef de l'État, Antoine Tshisekedi Chilombo, pour le bien-être de la population. Toute la majorité de nos routes de cette agricole sont dans les États que nous connaissons nous-mêmes, États congolais. Et nous nous disons que c'est le moment ou jamais, sous l'impulsion du chef de l'État, et que nous sommes là, nous devons travailler pour relever les défis, pour que nos populations ruraux puissent quand même jouir de ce pays. Nous pouvons que dire d'abord merci au chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, qui a créé à ce conseil d'administration où nous sommes là et nous a donné la mission, comme je l'ai dit, de relever les défis de notre population. Le PCA René Otoudi Olamba n'a manqué de remercier le chef de l'État pour avoir placé son dévolu sur lui et les autres membres du conseil d'administration et permettre de s'impliquer totalement pour apporter un changement dans ce secteur de desserte agricole. Et pour terminer, parlons de cette journée de l'entrepreneuriat des jeunes qui s'est tenue à Lubumbashi, une activité organisée par l'ANADEC en partenariat avec l'UPC Okatanga. Reportage. Cités protestantes de Lubumbashi ont répondu massivement à la journée de l'entrepreneuriat des jeunes organisée par l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais et de l'Université protestante de Lubumbashi sous le thème l'entrepreneuriat et le management à l'ère de l'intelligence artificielle. Parmi les orateurs, le directeur provincial de l'ANADEC au Katanga, Narcisse Kaouzi, qui a signifié aux étudiants de l'UPEL l'accompagnement de l'ANADEC aux porteurs de projets jusqu'à l'obtention du financement. L'opportunité que nous avons apportée ici à l'université, c'est de dire à ces étudiants qu'il est possible d'être à la fois étudiants et entrepreneurs. Et il y a possibilité pour nous, à l'ANADEC, de faire un accompagnement spécifique lié à leur filière, soit à leur faculté. Pour le professeur ordinaire Sembimbi, doyen de la faculté de l'économie à l'UPEL, l'idée entrepreneuriale, l'étude du marché et les opportunités sont entre autres les éléments constitutifs pour la création d'une entreprise. L'entrepreneuriat étudiant, comme vous le voyez, il s'agit de la création d'une entreprise à partir de quoi? Des 0 francs. Une belle expérience pour les étudiants de l'UPEL. Le concept entrepreneuriat est aussi bénéfique pour les étudiants. Ce journal est terminé. Le rappel des principaux titres avant de nous séparer. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi Kankonde, a lancé hier lundi 7 août 2023 la campagne de recrutement de 13 000 policiers à travers le territoire national. L'objectif est celui de renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Et puis, ce partage d'expérience entre le Conseil d'État gabonais et celui de la République démocratique du Congo dans le secteur de la justice. C'était une façon pour les deux institutions d'échanger des bonnes pratiques qui s'installent dans
leur état respectif. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a travaillé ce matin, Patrick Bakwila, Yamoulamba, Jonathan Mumbalama. Merci également à l'opérateur de prise de vue, Alain Lufuankenda, et Henri Alimassi qui était à la prise de son. Un journal coordonné par Jacques Kawaba Moukoumina Sedouga sous la direction de Joseph Oscar Mbalkaïch. Au revoir et à la prochaine.